Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir avec le titre de la vidéo, on va parler de missiles nazis. Dans l'espace. Ouais. Et vous ne devriez pas prendre cette histoire à la légère parce que c'est grâce à cet événement-là que la conquête spatiale telle qu'on la connaît aujourd'hui est apparue. Le principe de la fusée est un concept vieux d'un millénaire. En effet, les anciennes civilisations chinoises utilisaient des fusées, que ce soit propulsées par la combustion de la poudre à canon ou tout simplement utilisées dans les spectacles. Et oui, les feux d'artifice, ça vient de là. C'est là qu'intervient le concept de la propulsion chimique au 19e siècle. Son principe est simple. Propulser un objet en éjectant de la matière dans la direction opposée de sa trajectoire. C'est là qu'on se rend compte du potentiel de ce principe. Le problème, c'est qu'il s'agit là d'une technologie encore mal utilisée et peu connue, et il faudra donc attendre. Le fait est que la propulsion chimique est d'abord pensée pour fabriquer des armes. Des armes à très longue portée. Autant vous dire qu'avec des engins pareils, le visage des futures guerres allait radicalement changer. Pourtant, en 1903, le mathématicien russe Konstantin Tsiolkovsky écrit un ouvrage académique qui voit dans les fusées un autre moyen de faire la guerre. En effet, si on arrive à construire un objet avec une telle portée, on pourrait techniquement aller dans l'espace. Au début du XXe siècle, on prend les écrits de Constantin un petit peu à la légère, avant de se rendre compte que ces théories sont mathématiquement et physiquement possibles, applicables. Reste maintenant à passer de la théorie à la pratique. Ce qui change dans la manière de concevoir les fusées, c'est que dans ses écrits, Constantin ne prévoit pas d'utiliser de la poudre à canon comme ce qu'on fait depuis 1000 ans. Non. Il est l'un des premiers au monde à proposer comme carburant des combustibles liquides. Un petit peu comme l'ergol par exemple, qui deviendra aujourd'hui l'un des principaux carburants des lanceurs spatiaux. L'ergol liquide est très pratique puisqu'il permet de maximiser l'efficacité de la combustion et ainsi avoir une plus grande portée. Et c'est ainsi qu'il y a 116 ans, un mathématicien russe a théorisé le concept du lanceur spatial tel qu'on le connaît aujourd'hui. Faisons maintenant un petit bond dans le temps. En 1926, le physicien américain Robert Goddard, spécialiste des fusées et professeur à l'université, cherche à vérifier les théories de Constantin. Il a déjà par le passé réalisé plusieurs expériences au niveau de la propulsion chimique et espère bien prouver que la méthode théorisée par Tsiolkovsky fonctionne. Lors de son premier test, elle décolle à une vitesse de 100 km/h, ce qui est déjà pas si mal, et atteint la hauteur symbolique de 12 mètres. Ouais. Bon. Un journaliste américain titre même le lendemain « Une fusée lunaire rate sa cible à plus de 324 400 km ». C'est pas mal, hein. Cela dit, le lancement n'est pas un échec. En effet, 12 mètres c'est pas si mal, et Goddard a en tout cas prouvé que les méthodes de Tsiolkovsky fonctionnent. Maintenant, il faut de plus gros réservoirs, et surtout un plus gros engin. Le problème, c'est qu'on a affaire là à un domaine qui demande énormément d'argent, ne serait-ce que pour les recherches scientifiques. Et Goddard, lui, il n'a pas le financement, ni le gouvernement américain qui a d'ailleurs autre chose à faire. Il devra donc attendre, mais en attendant justement, il continuera ses expériences jusque dans les années 1940. Les expériences de Goddard et les théories de Konstantin Tsiolkovsky intriguent fortement la communauté scientifique, mais surtout les militaires, qui voient en ces deux bonhommes un moyen de faire de très grosses avancées en matière d'armement. Et gagner du pognon aussi. Mais des tests de gros engins théorisés par Tsiolkovsky et mis en pratique par Goddard, ça coûte extrêmement cher. Heureusement, ou malheureusement, hein, c'est comme vous voulez, les premiers à s'être sérieusement posé la question sont les nazis. Durant la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi a développé un missile balistique capable d'avoir une très longue portée et surtout une grande puissance de tir et une grande précision. Ce missile, je pense que vous le connaissez tous. Il s'agit de l'Agrégat 4, mais il est plus connu sous le nom de Vergeltungswaffe 2 ou missile V2. Une V2, ça ressemble à ça. Et c'est pas pour rien que dans l'imaginaire collectif, on se représente une fusée un petit peu comme celle-là, vu que la V2 est techniquement l'ancêtre des lanceurs spatiaux actuels. Ça a tellement influencé la culture populaire que c'est ce modèle-là qui a inspiré Hergé pour ses aventures de Tintin Objectif Lune et On a marché sur la Lune, les BD qui sont sortis dans les années 50. Le régime nazi ne fait pas les choses à moitié. Ils engagent toute une équipe regroupant les meilleurs ingénieurs de tout le Troisième Reich afin de retranscrire réellement les théories de Konstantin Tsiolkovsky. Mais à très grande échelle. Le directeur de cette entreprise, c'est Wernher von Braun, un mec que je ne présente plus tellement il est célèbre.
Mais bon, je vais quand même vous le présenter. À l'âge de 18 ans en 1930, Werner est déjà un passionné d'astronautique. Il s'amuse avec son club à mettre au point des petites fusées expérimentales, un petit peu comme Goddard 4 ans plus tôt. Lorsqu'il fut recruté par le régime pour mettre au point les V2, il est devenu l'un des meilleurs ingénieurs du pays. Je ne vais pas détailler précisément et étape par étape la fabrication du missile, car c'est très long et assez compliqué à expliquer. En gros, Von Braun et son équipe ont compris que même pour un engin militaire, le meilleur moyen de le faire propulser pour avoir le meilleur rendement possible, c'est avec un carburant liquide, comme de l'essence, ou en l'occurrence ici, du propergol liquide. Le carburant était un mix entre éthanol et oxygène liquide, ce qui donne un mélange hautement explosif. Le moteur fusée de la V2 avec son système de turbopompe est déjà très proche de ce qu'on peut observer comme tuyère de lanceur aujourd'hui. C'est vous dire à quel point les théories de Konstantin Tsiolkovsky marchent toujours aujourd'hui. En plus de 100 ans, ça n'a pas changé, le principe reste le même. Et du coup, ça donne ça. Un objet de 14 mètres de hauteur pour moins de 2 mètres de large et avec une portée de tir de 320 km. Les ingénieurs ont même estimé que l'altitude maximale que le missile pourrait atteindre s'il était lancé à la verticale serait de 200 000 mètres, soit 200 km, c'est-à-dire dans l'espace. Mais pour l'instant, le Reich ne se préoccupe pas de cette information. Le missile V2 est avant tout une arme destinée à être bombardée sur les populations civiles. Au cours de la guerre, en tant qu'arme, le V2 est un semi-échec. Sa fabrication a coûté extrêmement cher, 100 000 Reichsmark par unité, et comme ils en ont fabriqué à la chaîne, ça vous laisse une idée de l'argent qui a été ingéré dans ce programme militaire. En revanche, en tant que missile en lui-même, il s'agissait là de l'une des machines les plus sophistiquées de son temps. En effet, il s'agissait de la fusée la plus puissante jamais construite à l'époque, qui possédait un système de guidage capable de corriger sa trajectoire en cas de problème. En revanche, s'il y a bien une chose que la V2 ne devrait pas s'en vanter, c'est sa fabrication. En effet, vu qu'on était en pleine période de guerre totale, les V2 ont été assemblés dans des camps de prisonniers, dans des conditions absolument atroces avec une productivité inhumaine. Beaucoup mourront dans ces camps, et bien que Werner von Braun n'était pas un nazi fanatique, il ne pouvait tout simplement pas ignorer les conditions de travail des déportés. Le fait est que le projet était supervisé par Albert Speer, ministre de l'armement allemand, qui avait une grande influence au sein du parti nazi. Et s'il y avait aussi une autre personne qui était intéressée et intriguée par le programme V2, c'était Joseph Goebbels. Donc, fallait pas trop se plaindre du sort des prisonniers, et Werner a fait comme si de rien n'était. Je dis ça parce que Von Braun a été souvent critiqué aux États-Unis pour n'avoir absolument rien fait sur la condition des prisonniers. Le fait est qu'il n'était ni un militaire ni un libérateur, c'était juste un ingénieur qui faisait son boulot, et même s'il était aimé par des hauts membres du parti nazi, dans l'Allemagne nazie, si tu faisais pas ton boulot correctement, tu pouvais avoir de très gros problèmes. Vient alors la fin de la guerre et la déclassification des projets secrets du parti nazi, et donc de leurs armes. La rivalité entre l'URSS et les USA étant déjà bien amenée, l'état-major américain décida d'exfiltrer des ingénieurs allemands, dont Werner von Braun, afin de travailler pour le gouvernement américain et ainsi se fournir l'armement des nazis. Et dans toute cette opération, connue sous le nom d'opération Paperclip, il y avait les missiles V2. On recontacte alors Von Braun et on lui demande de replancher, lui et son équipe, sur les travaux sur le missile balistique. Dans toute cette opération et en ce début de guerre froide, certains ingénieurs américains et allemands se sont reposé la question que se posait Konstantin Tsiolkovsky 40 ans plus tôt. Vu qu'ils ont à leur portée une centaine de missiles V2 tout droit importés depuis l'Allemagne nazie, est-il possible seulement de les envoyer dans l'espace ? C'est ainsi que le 24 octobre 1946, on décida de programmer un lancement de V2 avec une caméra embarquée pour voir à quoi ressemblerait la Terre vue du ciel. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a donné ceci. Cette photo est la toute première photographie de la Terre vue depuis l'espace. 11 ans avant Spoutnik et 23 ans avant le premier homme sur la Lune, une photo prise par un petit appareil embarqué sur un missile nazi à 105 km d'altitude. Dans les mois et années qui suivirent, les Américains enverront d'autres missiles V2 là-haut, aux portes de l'espace. Missiles qui deviendront progressivement des fusées. À la base étant destinés à être des machines à tuer, les V2 ont été améliorés et au lieu de viser des cibles humaines, ils ont visé le ciel. 9 ans plus tard, en juillet 1955, dans le cadre de l'année de géophysique de 1957, les États-Unis et l'URSS ont tous deux juré devant l'Union astronomique internationale d'envoyer prochainement un satellite en orbite autour de la Terre.
La course à l'espace venait de commencer. La suite, on la connaît. Et tout ça, grâce à 3 personnes. Konstantin Tsiolkovsky, Robert Goddard et Wernher von Braun. Tsiolkovsky ne verra jamais ces événements arriver. Il mourra en 1935 à l'âge honorable de 78 ans. Tsiolkovsky a énormément contribué à l'espace et à l'astrophysique. C'est d'ailleurs en partie grâce à lui qu'est né le programme spatial soviétique. Wernher von Braun, lui, mourra en 1977 à l'âge de 65 ans. Il deviendra une légende puisqu'il est à l'origine de tout le programme spatial américain. Quant à Robert Goddard, il ne pourra malheureusement jamais voir de lancement de V2 dans l'espace puisqu'il décédera le 10 août 1945, une journée après le bombardement de Nagasaki. Ça ne s'invente pas. Son épouse, en revanche, Esther Goddard, vivra jusqu'en 1982, et durant la fin de sa vie, elle pourra vivre ceci. Then its casing opened. The springs snapped, and the nose cone was pushed out of the way. Liftoff. We have liftoff at 7 a.m. Eastern Standard Time. Et tout ça, en partie grâce à son mari. Si on pousse l'allégorie encore un petit peu plus loin, on peut techniquement dire que la conquête spatiale est due à des lancements de missiles nazis. La conquête spatiale a de sales origines, mais c'est comme ça, c'est l'histoire, ce sont des faits, et ces histoires méritent d'être racontées. Ce qu'il faut retenir des missiles V2, c'est qu'il y a eu 2 aspects très différents l'un de l'autre. Le premier, symbolique, est celui des origines de la conquête spatiale et de l'exploration de notre système solaire, qui a littéralement changé nos vies, avec des retombées technologiques qui se comptent par milliers. Et puis, il y a l'autre aspect, l'aspect réel, à savoir les milliers de victimes du camp de concentration de Dora, en Allemagne, l'endroit où les prisonniers étaient portés assemblaient dans des conditions inhumaines les missiles V2. Un rescapé du camp dira même que c'est là qu'est née la conquête spatiale. Si on veut pousser l'allégorie encore un peu plus loin, quelle étrange sensation cela doit être de voir toutes ces avancées technologiques basées sur un programme militaire afin de servir un régime totalitaire à qui on a participé de force, sous la torture, sous des conditions inhumaines. Est-ce que cela veut dire pour autant que la conquête spatiale est mauvaise? Non, elle a juste de sombres origines. C'est pour cela que cette vidéo est dédiée aux victimes et rescapés du camp de concentration de Dora, un aspect sombre de la conquête spatiale qui n'est malheureusement que très peu appris dans les écoles. L'homme cherche toujours à se faire la guerre. La conquête spatiale n'est là que par concours de circonstances. Pas de guerre mondiale, pas de V2, pas de guerre froide, pas de conquête spatiale. Mais elle est tout de même là. Cela fait partie de l'histoire. N'oubliez jamais que le silence éternel de ces espaces infinis vous surprendra toujours. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt!